Le soleil se levait à peine sur Ouagadougou quand, à 6 heures précises, le ministère de la Justice du Burkina Faso publia un communiqué qui allait faire trembler tout le continent africain. Les premiers rayons dorés perçaient à travers les rideaux poussiéreux du bureau ministériel tandis qu'un fonctionnaire nerveux appuyait sur le bouton publier. En quelques secondes, il venait de déclencher l'une des annonces les plus révolutionnaires de l'histoire récente de l'Afrique de l'Ouest, 317 prisonniers seront libérés aujourd'hui. 8 mots simples qui provoquèrent un raz-de-marée émotionnel dans tout le pays. Dans les marchés animés de la capitale, les vendeuses interrompirent leurs échanges pour écouter les radios grésillantes. Des chauffeurs de taxi klaxonnaient et se regroupaient autour des postes, partagés entre étonnement et espoir. Aminata Sawadogo, mère de famille vendant des légumes au marché central, laissa tomber une tomate en entendant la nouvelle. Son mari, Moussa, était emprisonné depuis 3 ans pour vol de bétail, un acte commis dans le désespoir après une terrible sécheresse. Les mains tremblantes, elle composa frénétiquement le numéro de sa sœur. « Fatima, tu as entendu ? Ils vont libérer les prisonniers ? Peut-être que Moussa, peut-être aujourd'hui. » Sa voix se brisa, noyée dans un espoir trop longtemps étouffé. À travers la ville, des scènes similaires se répétaient. Hommes, femmes et enfants abandonnaient leurs tâches pour courir vers les prisons, pensant d'abord à une évasion ou à une émeute. Les routes vers les pénitenciers se remplirent de motos, vélos et piétons, créant un chaos inhabituel pour un mardi matin. Sur les réseaux sociaux, l'explosion fut immédiate, les ## Traoré libère, #justice révolutionnaire, #Burkina transformé envahirent Twitter, Facebook et WhatsApp. Des milliers de messages, en français, en moré ou en dioula, inondaient la toile. Sédou Kaboré, étudiant à l'université de Ouagadougou, tweetait frénétiquement « Qu'est-ce qui se passe ? 3000 prisonniers libérés ? C'est du jamais vu. L'histoire est en marche. » Les médias, de RFI à France 24 en passant par BBC Afrique, tentaient en vain d'obtenir des explications officielles. Le silence du gouvernement ne faisait qu'amplifier le mystère. À 7h30, un hélicoptère présidentiel fendit le ciel chaud de Ouagadougou en direction de la prison centrale. Les détenus, depuis leurs cellules surpeuplées, reconnurent le bruit familier, mais cette fois, il signifiait autre chose. Dans la cour principale, l'appareil se posa dans un nuage de poussière rouge. En descendit le colonel Omar Diallo, conseiller personnel du président Ibrahim Traoré, porteur d'une mallette métallique verrouillée. Le directeur de la prison, M. Sankara, qui portait fièrement le nom du héros national, attendait, nerveux. « Monsieur le directeur, ces documents portent le sceau présidentiel. Vous savez ce que vous devez faire. » Dans la mallette, des centaines de formulaires officiels de libération, avec photos, noms et signatures. Tout était légal. À 8h15, les premiers verrous claquèrent. Le bruit métallique résonna comme une symphonie de liberté. Les gardiens, confus mais obéissants, laissèrent sortir les détenus. Certains pleuraient. D'autres n'osaient avancer, craignant un piège. Bourima Traoré, emprisonné pour braconnage, leva les yeux vers le ciel, Allah Akbar. Je vais revoir mes enfants. Des scènes d'émotions bouleversantes se déroulèrent devant les prisons. Aminata reconnut immédiatement la silhouette amaigrie de Moussa. Elle courut, ses sandales battant la poussière, et se jeta dans ses bras. Un père âgé, Ibrahim Ouedraogo, tomba à genoux en voyant son fils franchir les grilles. « Dieu est grand !» répétait-il en sanglotant. À 9h, le porte-parole du gouvernement apparut enfin à la télévision. Visage grave, il déclara « Mes chers compatriotes, ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas un accident. C'est l'aboutissement d'un programme révolutionnaire qui va redéfinir notre justice. » À 10h30, le président Ibrahim Traoré s'adressa à la nation. Vêtu de son béret militaire et debout devant une carte de l'Afrique, il déclara d'une voix calme mais ferme « Ce que vous voyez est le fruit de 8 mois de travail. Nous avons lancé l'opération Renaissance, un programme de réhabilitation par le travail social. » Il poursuivit « Pourquoi enfermer des hommes si c'est pour les rendre plus dangereux ? La prison ne doit pas être un entrepôt, mais un espace de reconstruction. » Les images diffusées stupéfièrent l'opinion, des détenus cultivant du maïs, d'autres construisant des écoles rurales, ou encore étudiant dans des salles improvisées. Mamadou Compaoré, ancien détenu, témoigna
quand j'ai planté ma première graine de mil, j'ai compris que je plantais ma nouvelle vie. Chaque jour de travail équivalait à 3 jours de peine en moins. Mais tout était volontaire, encadré, transformateur. Le président révéla que les produits agricoles nourrissaient désormais les cantines scolaires, que les meubles fabriqués meublaient les bureaux de l'État, et que des économies considérables étaient réalisées. Le système qui enferme sans éduquer est complice du crime qu'il prétend punir. Aujourd'hui, nous brisons ce cycle. Nous remplaçons la vengeance par la renaissance. Les images finales montrèrent les 3117 libérés marchant vers une nouvelle vie. Certains brandissaient fièrement leur diplôme d'alphabétisation, d'autres leurs outils. Tous affichaient une dignité retrouvée, loin du regard accablé qu'on associe souvent aux ex-détenus. 3 semaines plus tard, des équipes de télévision nationales et internationales sillonnaient le pays. À Koudougou, l'histoire de Salif Ouedraogo faisait sensation. Ancien voleur de bétail, il dirigeait désormais une coopérative agricole regroupant 43 familles. Avant, je volais pour survivre. Maintenant, je nourris des dizaines de familles. La différence ? On m'a donné une chance. Sa coopérative produisait déjà des tonnes de mil et de haricots, vendus sur les marchés régionaux, créant un modèle de réussite solidaire qui inspirait le pays tout entier. À Banfora, dans l'ouest du pays, l'histoire d'Adama Sawadogo touchait profondément les femmes. Ancienne condamnée pour trafic de carburant, elle était devenue formatrice en couture dans un centre communautaire fondé par d'anciens détenus. Entourée de jeunes filles en apprentissage, Adama témoignait avec émotion : « Quand j'étais en prison, je pensais que ma vie était finie. Mais on m'a appris à coudre, à transmettre, et surtout, on m'a appris que je pouvais encore être utile. » Aujourd'hui, elle encadrait plus de 20 femmes, leur offrant un avenir loin de la précarité. À Dédougou, un autre ancien prisonnier, Ismaël Konaté, s'était reconverti en mécanicien. Grâce à la formation reçue pendant sa détention, il avait ouvert un petit garage de réparation de motos. Chaque jour, des jeunes stagiaires de la région y apprenaient les bases de la mécanique, sous son regard bienveillant. « Je ne veux pas seulement réparer des moteurs. Je veux réparer des vies, comme on a réparé la mienne », déclarait-il fièrement aux caméras de télévision. Les résultats du programme Renaissance dépassaient les attentes les plus optimistes. Aucun des anciens détenus libérés n'avait récidivé. Beaucoup étaient devenus des piliers de leur communauté, des artisans du changement, des symboles vivants d'une autre justice possible. Les économistes saluaient un modèle durable et inclusif. Les intellectuels y voyaient une refondation éthique de la société. Les sceptiques, eux, restaient silencieux, désarmés par les faits. À l'international, les réactions furent tout aussi vives. Des experts de l'ONU demandèrent à visiter les centres pilotes. Des journalistes étrangers affluaient pour comprendre ce « miracle africain » né au cœur du Sahel. Et surtout, dans plusieurs capitales africaines, de jeunes leaders politiques réclamaient la mise en place de programmes similaires, parlant d'effet Traoré, comme d'autres avaient parlé d'un effet Sankara des décennies plus tôt. Le président Ibrahim Traoré, resté discret depuis son discours historique, fit une rare apparition publique à la fin du mois. Il visita une école construite par d'anciens détenus et planta symboliquement un arbre dans la cour, en présence d'enfants rieurs et de caméras du monde entier. Cet arbre, déclara-t-il, symbolise une justice qui fait pousser la vie. La foule l'acclama longuement. À Ouagadougou, un immense mur peint sur un bâtiment du centre-ville représentait désormais 3 visages, celui de Traoré, celui d'un ancien détenu tenant un outil, et celui d'un enfant en uniforme scolaire. En dessous, une phrase simple en moré, Zangaï et Wandé, la rédemption est un droit. Et quelque part dans le pays, un ancien prisonnier, un père, une mère, un jeune perdu, se levait avec un but nouveau, une seconde chance. Le Burkina Faso venait d'enseigner au monde que la véritable force d'une nation ne réside pas dans sa capacité à punir, mais dans son courage à reconstruire. Mais tandis que le Burkina Faso célébrait, certains cercles du pouvoir à l'intérieur comme à l'extérieur du pays observaient les événements avec inquiétude. Ce modèle révolutionnaire, en remettant en cause les systèmes carcéraux hérités de la colonisation, envoyait un message clair: l'Afrique n'était plus obligée d'imiter l'Occident pour progresser. Elle pouvait inventer ses propres réponses. À Abidjan, à Dakar, à Bamako, les élites commençaient à sentir la pression. Des mouvements citoyens demandaient des comptes, inspirés par l'exemple burkinabé.
Dans les universités, des débats passionnés surgissaient. La justice doit-elle punir ou reconstruire? La prison est-elle une fin ou un commencement? Un vent nouveau soufflait sur le continent, et il portait l'odeur âpre mais vivifiante de la transformation. C'est dans ce contexte que, 2 mois après les premières libérations, le président Traoré convoqua un sommet de la Renaissance africaine à Bobo-Dioulasso. 15 pays africains y envoyèrent des délégations. Ce n'était pas une réunion de chefs d'État traditionnels, mais un rassemblement de praticiens de terrain, juges, enseignants, psychologues, agronomes, anciens détenus et jeunes activistes. Le message était clair, la reconstruction de l'Afrique ne viendra pas d'en haut, mais du sol. Lors de son discours d'ouverture, Traoré fut sans détour. Ce que nous faisons ici, c'est semer les graines d'un futur africain affranchi de la peur, affranchi du mépris, affranchi du fatalisme. Nous refusons de croire que notre peuple est condamné à l'échec. Dans la salle, l'émotion était palpable. Loin des protocoles diplomatiques figés, ce sommet était un laboratoire vivant. Des panels furent tenus sur les prisons agricoles, l'éducation civique en détention, la justice restaurative, la réintégration économique et les droits des victimes. L'ancienne détenue Adama Sawadogo y prit la parole. On m'a condamné. Puis on m'a éduqué. C'est la 2e peine qui m'a libérée. Pendant ce temps, à Ouagadougou, un groupe d'anciens prisonniers, encadrés par des architectes et des ingénieurs civils, posait les premières pierres du Centre national de réinsertion sociale, un complexe hybride regroupant formation professionnelle, soins psychologiques, logement temporaire et pépinière d'entreprise. Le chantier portait un nom lourd de sens, Projet Kelenya, Renaissance, en Dioula. Les médias internationaux commencèrent à parler d'un « modèle Traoré », et même les chancelleries étrangères, d'abord sceptiques, envoyaient désormais des observateurs. Certains murmuraient que ce président-là n'était pas seulement en train de réformer la justice, mais de poser les bases d'un nouvel humanisme africain. Mais chaque lumière attire son ombre. Dans l'ombre justement, d'autres forces s'organisaient. Des intérêts économiques menacés, des réseaux de corruption endormis mais pas morts, et des puissances étrangères peu enthousiastes à l'idée de voir l'Afrique penser par elle-même, commençaient à réagir. Le succès du programme Renaissance devenait aussi une menace pour l'ordre établi. Un soir, dans une villa discrète en périphérie de la capitale, un ancien haut magistrat destitué regardait le discours de Traoré à la télévision. Il éteignit l'écran, se tourna vers un homme en costume sombre et murmura. « Il faut l'arrêter, avant que les autres peuples ne se réveillent. » Le combat venait à peine de commencer. Dans les jours qui suivirent le sommet de Bobo-Dioulasso, alors que le pays baignait encore dans l'enthousiasme collectif, des signes subtils mais inquiétants commencèrent à apparaître. Des équipements agricoles destinés aux anciens détenus furent interceptés à la frontière. Des documents confidentiels disparurent mystérieusement du ministère de la Justice. Et, surtout, une rumeur persistante se propageait dans certains cercles administratifs, le président Traoré allait être victime d'un « coup d'arrêt silencieux ». Ce murmure prenait racine au cœur d'un réseau d'anciens dignitaires, de magistrats corrompus, d'officiers limogés, et même d'investisseurs étrangers évincés par la réforme carcérale et foncière. Ils voyaient dans le programme Renaissance non pas une avancée sociale, mais une menace directe à leur pouvoir, leur profit et leur influence. Un soir, dans une salle feutrée du quartier chic de Koulouba, à Ouagadougou, une réunion secrète réunit une dizaine d'hommes. À leur tête, le juge Mathurin Bellem, ancien président de la Cour suprême, écarté par Traoré pour trafic d'influence. Il posa un dossier sur la table. À l'intérieur, un plan détaillé d'infiltration des organes de presse, de sabotage numérique, et surtout, une stratégie pour faire passer Traoré pour un dictateur populiste auprès des ONG internationales. Il veut libérer des criminels, construire des écoles avec des anciens voleurs? Très bien. Faisons en sorte que le monde entier voie ces écoles brûlées. Le ton était glacial. Le plan, méthodique. Pendant ce temps, le président Traoré n'était pas naïf. Informé par son service de contre-espionnage, il convoqua une réunion de crise à la présidence. À huis clos, il regarda ses ministres un à un. Ils ne vont pas attaquer de front. Ils vont miner notre légitimité, saboter notre image, faire croire que ce que nous construisons n'est que propagande. Il ordonna alors la création d'une unité spéciale de vigilance citoyenne, composée de jeunes leaders, de journalistes indépendants,
de technologues et d'anciens détenus eux-mêmes. Leur mission, surveiller, documenter, exposer. Non pas avec des armes, mais avec la vérité, la transparence, et les faits. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu secoua le pays, un incendie criminel ravagea un centre de formation pour ex-détenus à Tankodogo. L'attaque ne fit aucune victime, mais les dégâts furent considérables. Immédiatement, les opposants accusèrent le gouvernement d'avoir négligé la sécurité. Mais les caméras de surveillance, récupérées par l'unité citoyenne, révélèrent une réalité plus sombre. Les assaillants étaient liés à une entreprise de sécurité privée financée, depuis l'étranger. Le scandale explosa. Dans une allocution télévisée solennelle, Traoré fit face au pays. On essaie de nous faire échouer. Pas parce que notre idée est mauvaise, mais parce qu'elle prouve que l'Afrique peut réussir sans permission. À ce moment précis, le combat de Traoré dépassait les frontières du Burkina Faso. Il devenait symbolique. Les foules se rassemblaient à Accra, à Lomé, à Yaoundé, scandant son nom, brandissant des pancartes. Ce n'est pas seulement un homme. C'est une idée. Et dans les bureaux feutrés des grandes capitales, certains commençaient à le comprendre, si cette idée n'était pas stoppée maintenant, elle changerait le destin de tout un continent. Alors que les flammes de l'incendie de Tankodogo n'étaient pas encore totalement éteintes, l'enquête menée par l'unité citoyenne mit au jour un faisceau de preuves troublantes. L'entreprise de sécurité impliquée dans l'attaque, Black Maple Solutions, avait des liens directs avec un consortium basé à Londres, déjà cité dans plusieurs rapports pour ses interventions clandestines en Afrique de l'Ouest. La révélation fit l'effet d'une bombe, la tentative de sabotage n'était pas seulement locale, elle était transnationale. Les réactions ne tardèrent pas. Des milliers de Burkinabés descendirent dans les rues, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Ils veulent notre chaos, nous leur donnerons notre unité ». À Waïgouya, à Zorgo, à Gawa, des rassemblements spontanés s'organisèrent pour protéger les centres de réinsertion. Des milices citoyennes, non armées mais hautement mobilisées, formèrent des chaînes humaines autour des chantiers communautaires. C'est dans cette tension croissante qu'émergea Yacouba Douamba, ancien détenu libéré 3 mois plus tôt, condamné jadis pour des actes de rébellion contre une société minière étrangère qui avait spolié les terres de son village. Dans un centre de formation à Dano, il enseignait l'agriculture régénérative aux jeunes ex-détenus, lorsqu'il fut témoin d'une tentative d'intimidation. 2 hommes cagoulés déposèrent un bidon d'essence à l'entrée du bâtiment, avant de fuir. Yacouba les poursuivit à moto, les rattrapa, avec l'aide d'élèves, les fit arrêter par la police. L'acte fut filmé, partagé, viral. Du jour au lendemain, Yacouba devint le visage de la résistance civile burkinabé. Interviewé à la radio nationale, il déclara simplement « J'ai connu la prison. Mais ce qu'ils veulent, c'est enfermer tout un peuple dans l'impuissance. Je refuse. » Son image fit le tour de l'Afrique. À Nairobi, un journal titra « L'Afrique des oubliés prend la parole ». À Lagos, un mouvement étudiant fut lancé en son nom. À Kinshasa, des artistes taguèrent les murs « Yacouba est un pays ». Le président Traoré reçut personnellement Yacouba à la présidence. Devant les caméras, il lui remit une distinction honorifique, la médaille de la reconstruction nationale, créée pour l'occasion. Ce moment marqua un tournant, le peuple ne se contentait plus de suivre la réforme, il en devenait le moteur vivant. Mais dans les coulisses, le cercle conspirateur autour du juge Belem s'agitait. Leur premier plan avait échoué. Ils devaient frapper plus fort. Cette fois, ils visaient le cœur de l'opération, Traoré lui-même. Un message codé fut intercepté par les services de sécurité, le pilote est isolé. Sabotage prévu lors du sommet d'Abuja. Le sommet d'Abuja, prévu dans 2 semaines, devait réunir des chefs d'État africains autour du thème « Justice et souveraineté africaine ». Traoré y était attendu comme l'orateur principal. Ce serait, pensait-il, le moment idéal pour faire tomber l'icône. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que parmi eux, un traître retourné coopérait déjà avec le gouvernement burkinabé. La partie ne faisait que commencer. Cette ancienne détenue, autrefois incarcérée pour avoir vendu de l'alcool traditionnel interdit, était désormais l'infirmière communautaire de son village. Grâce à une formation accélérée suivie en détention, elle maîtrisait les premiers secours, la vaccination infantile et l'accompagnement des femmes enceintes.
En prison, j'ai appris que mes mains pouvaient sauver des vies au lieu de détruire mon avenir, confiait-elle en pesant délicatement un nouveau-né. Chaque enfant que j'aide à naître efface un peu plus mon ancienne erreur. Son petit dispensaire de brousse, construit avec l'aide de l'État et d'une ING locale, servait aujourd'hui plus de 2000 habitants. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, mortalité infantile en baisse de 40%, hausse de 60% des vaccinations, et aucun décès maternel depuis 6 mois. À Bobo-Dioulasso, dans un ancien entrepôt transformé, 15 anciens détenus avaient créé quelque chose d'extraordinaire, un centre culturel pour jeunes baptisé Phénix Renaissance. On y proposait des cours de musique, de danse traditionnelle, d'art plastique et même de programmation informatique. Boubacar Kané, ancien chef de gang, condamné à 5 ans pour association de malfaiteurs, dirigeait désormais des ateliers de fabrication d'instruments traditionnels. Ces jeunes représentent l'avenir du Burkina, disait-il en observant des adolescents concentrés sur la fabrication d'un balafon. Et si on peut les éloigner de la rue, on construit la paix de demain. Le centre accueillait quotidiennement plus de 200 jeunes, leur offrant une alternative concrète aux tentations de la délinquance. Les anciens détenus étaient devenus des mentors naturels, incarnant l'idée que la rédemption était non seulement possible, mais inspirante. Très vite, les observateurs internationaux affluèrent. Une délégation de l'Union africaine, menée par la docteure Amina Kaba, experte en justice transitionnelle, passa une semaine à documenter ce qu'elle appela une expérience révolutionnaire. Ce que nous voyons ici dépasse le cadre pénitentiaire, déclara-t-elle en conférence de presse à Ouagadougou. C'est un nouveau modèle de développement social qui transforme les coûts de la criminalité en investissement pour l'avenir. Même les sceptiques en furent bouleversés. Michel Dubois, ancien inspecteur des prisons françaises, venu par curiosité, repartit transformé. J'ai passé 25 ans dans le système carcéral en Europe. Ce petit pays africain vient de nous donner une leçon d'humanité et d'efficacité que nous aurions dû appliquer depuis des décennies. CNN Africa diffusa un documentaire de 2 heures intitulé Les 100 premiers jours, quand la prison devient école de vie. Le film suivait 6 libérés dans leur parcours de réintégration, révélant leurs défis, leurs victoires et l'impact tangible sur leur communauté. Les lettres de soutien affluaient au palais présidentiel. Le cardinal Philippe Ouédraogo écrivait : Votre Excellence, vous avez redonné vie aux paroles du Christ, visitez les prisonniers. Vous incarnez la miséricorde en action. L'imam de la grande mosquée de Bobo-Dioulasso, Cheikh Amadou Al, ajouta : L'islam enseigne que sauver une vie, c'est sauver l'humanité entière. En libérant 3917 vies, vous avez sauvé toute une société. Même les voix les plus sceptiques commencèrent à se taire face aux résultats concrets, baisse de 18% du taux de criminalité dans les zones de réinsertion, hausse de 300% des demandes d'inscription au programme de formation professionnelle. L'espoir, cette denrée rare dans l'Afrique contemporaine, renaissait au cœur du peuple burkinabé. Mais comme toute révolution, celle de Traoré ne se fit pas sans résistance. L'opposition politique, d'abord prise de court par l'élan populaire, lança sa contre-offensive. La sénatrice Rakieta Poaga, figure de proue de l'opposition, organisa une conférence de presse au Palais des Congrès de Ouagadougou. Nous ne pouvons pas accepter qu'un président, aussi populaire soit-il, vide les prisons par décret. Où est la consultation du Parlement ? Où est le respect de l'état de droit, déclara-t-elle. Le bâtonnier Mamadou Ouré, sans lien de parenté avec le président, forma un collectif de magistrats pour contester la légalité des libérations massives. Même avec les meilleures intentions du monde, la justice ne peut être rendue par une seule voix, affirma-t-il. À l'étranger, les réactions furent vives. Le Ghana ferma temporairement sa frontière avec le Burkina, redoutant un afflux de libérés. Le président Akufo-Addo déclara lors d'un sommet de la CEDEAO. Nous respectons la souveraineté du Burkina Faso, mais devons protéger nos citoyens des conséquences imprévues. La Côte d'Ivoire renforça ses contrôles douaniers. La France, quant à elle, adopta une position critique. L'Élysée convoqua son ambassadeur à Ouagadougou, exprimant ses inquiétudes via un communiqué du Quai d'Orsay, dénonçant une instabilité juridique croissante. Ces réactions déclenchèrent une vive colère au sein de la jeunesse burkinabé. Des manifestations éclatèrent devant l'ambassade de France, où l'on scandait : Nos prisonniers, notre justice. Traoré a raison. La France a tort.
Le hashtag risque de la rédemption inonda les réseaux sociaux, porté par une jeunesse plus engagée que jamais. L'ONU, plus nuancée, invita Ibrahim Traoré à participer à la conférence mondiale sur la justice restaurative à Genève. Le secrétaire général Antonio Guterres déclara: ce type d'innovation mérite d'être étudié, documenté et partagé. Le moment le plus tendu survint lors d'une conférence internationale, lorsqu'un journaliste de France 24 lança: Monsieur le Président, si l'un des 3117 libérés commet un crime, assumerez-vous la responsabilité politique et morale? Un silence pesant s'installa. Traoré fixa le journaliste et répondit d'un ton calme mais percutant: et si le système ancien continue de produire des criminels en série? Qui en assume la responsabilité depuis des décennies? Nous préférons prendre le risque de la rédemption plutôt que la certitude de la destruction. Cette réponse fit le tour du monde. Une semaine plus tard, plus de 200 000 personnes défilèrent à Ouagadougou derrière le slogan « Justice avec dignité ». Des banderoles proclamaient en français, en moré et en dioula: Traoré transforme, les autres détruisent. Nos frères libérés, notre fierté retrouvée. Le point culminant arriva lorsque la Cour constitutionnelle rendit son verdict: les mesures présidentielles étaient constitutionnelles, légitimes et conformes aux principes de dignité humaine. Le président de la Cour, Mamoudou Savadogo, déclara solennellement: notre Constitution protège aussi le droit à la réinsertion. Ce programme respecte cet équilibre. 6 mois après les premières libérations, l'onde de choc du modèle burkinabé traversait l'Afrique entière. Au fil des mois, le modèle burkinabé ne se contentait plus d'inspirer, il redessinait les contours du possible sur le continent. Dans les amphithéâtres de droit de Bamako, d'Abidjan, de Kinshasa et de Lusaka, de jeunes étudiants débattaient fiévreusement de justice restaurative, de dignité humaine, de réhabilitation. Un mouvement inédit voyait le jour, le Réseau africain des juristes pour la Renaissance. Créé à l'initiative de jeunes diplômés issus de 6 pays, le réseau publia un manifeste intitulé « Justice pour construire, pas pour briser », largement partagé sur les plateformes universitaires et relayé par plusieurs facultés de droit. Des conférences en ligne furent organisées, avec des intervenants du Burkina Faso, du Sénégal, du Cameroun, du Kenya et du Rwanda. Une révolution silencieuse était en marche, portée non pas par des armes, mais par des idées neuves, des résultats concrets et une conviction partagée: l'Afrique ne peut pas punir son avenir en enfermant ses erreurs. En Europe, certains observateurs commencèrent aussi à changer de ton. Le journal Le Monde publia une tribune titrée « Et si l'Afrique réinventait la justice que nous avons oubliée », signée par plusieurs magistrats français et belges. À Bruxelles, lors d'un sommet sur les partenariats Afrique-Europe, une motion inattendue fut déposée par une députée verte: étudier la transposition d'un modèle de justice restaurative inspiré de l'expérience burkinabé dans certaines prisons surpeuplées d'Europe. Au Burkina Faso, le gouvernement annonçait la création d'un institut national pour la justice réparatrice et la réinsertion, chargé de former une nouvelle génération de professionnels du droit, de psychologues, d'agents pénitentiaires et d'animateurs sociaux. Le centre porterait le nom symbolique de « Maison Sankara ». Traoré, dans un discours sobre mais puissant lors de la pose de la première pierre, déclara: la vraie souveraineté, ce n'est pas seulement gérer nos ressources. C'est croire que nos solutions peuvent guérir nos blessures. Même celles que le monde a trop longtemps jugées incurables. Le président n'était plus seulement un chef d'État, il devenait le catalyseur d'une conscience continentale, un artisan d'espérance là où l'on avait trop souvent planté l'abandon. Mais alors même que l'Afrique commençait à rêver en grand, l'ombre du sabotage international refaisait surface. Plusieurs ONG dénoncèrent des tentatives de manipulation de données, des campagnes de désinformation orchestrées depuis l'étranger pour discréditer les résultats du programme. Des documents fuitèrent prouvant que certains laboratoires d'influence avaient été mandatés pour semer le doute sur les chiffres, les témoignages et la stabilité du pays. Un câble diplomatique intercepté entre Washington et Accra évoquait ouvertement la nécessité de contenir l'effet Traoré avant qu'il ne devienne viral. Le Burkina Faso, redevenu centre névralgique d'une bataille morale et géopolitique, se trouvait désormais à la croisée des chemins. Et dans ce contexte, un événement inattendu se produisit. À Addis Abeba, lors de la journée de l'Union africaine, le président de la Commission proposa,
à l'unanimité, la tenue d'un sommet continental extraordinaire sur la justice réparatrice et l'innovation sociale, à organiser, à Ouagadougou. Ce sommet, prévu pour dans 3 mois, promettait d'être un moment charnière pour l'histoire africaine moderne. Ouagadougou. 3 mois plus tard. La capitale burkinabé vibrait d'une effervescence sans précédent. Jamais, depuis l'indépendance, la ville n'avait été le théâtre d'un tel événement. Le sommet continental extraordinaire sur la justice réparatrice et l'innovation sociale s'apprêtait à réunir 54 délégations africaines, des observateurs de l'ONU, de l'Union européenne, de la Ligue arabe, et plus de 300 journalistes internationaux. L'aéroport international avait été rénové en urgence, des hôtels entiers réquisitionnés, les avenues nettoyées à la chaux vive et des drapeaux africains flottaient à chaque carrefour. Mais au-delà des décorations et des discours attendus, une surprise bouleversa l'ouverture du sommet. Les premiers invités à prendre la parole n'étaient ni chefs d'État ni universitaires, mais anciens détenus devenus bâtisseurs. Le premier à s'avancer fut Salif Ouedraogo, ancien voleur de bétail devenu chef de coopérative. Son visage buriné par le soleil, il portait un boubou modeste mais impeccablement repassé. Il prit le micro, son regard fixé sur les 1200 invités silencieux. Quand j'étais en prison, je pensais que ma vie était finie. Aujourd'hui, j'emploie 43 familles. Pas grâce à un miracle, mais parce qu'un pays a cru qu'un homme pouvait changer. Des applaudissements éclatèrent, sincères, émouvants. Puis ce fut le tour de Adama Sadogo, ex-détenue devenue infirmière. J'ai mis au monde 187 bébés depuis ma libération. Chacun d'eux est une victoire contre le fatalisme. Je ne suis pas un danger. Je suis une promesse tenue. Le public, debout, l'ovationna longuement. Des larmes coulaient sur des visages de ministres, d'ambassadeurs, d'activistes. Une émotion brute balayait les protocoles. Mais le moment le plus fort survint lorsque Mamadou Compaoré, qui avait participé au tout premier programme pilote, se leva à son tour. Derrière lui, un écran géant projetait la vidéo d'une école qu'il avait aidé à construire. Ce bâtiment, c'est ma rédemption. Ce pupitre vide là-bas? C'est pour un enfant qui aurait pu tomber dans la violence. 6 mois, on m'avait laissé pourrir derrière les barreaux. Silence total. Pas un bruit. Pas un souffle. Et c'est dans cette atmosphère d'écoute sacrée qu'Ibrahim Traoré monta sur l'estrade. Il portait son habit militaire, mais sans armes, sans fanfare. Derrière lui, une carte de l'Afrique stylisée, aux couleurs du continent. Sa voix, grave, résonna. Ce sommet n'est pas un triomphe personnel. C'est un cri du cœur collectif. Trop longtemps, on nous a dit que l'Afrique devait punir pour être forte. Aujourd'hui, nous disons, l'Afrique devient forte quand elle guérit. Il poursuivit, avec une clarté tranchante. Nous avons été colonisés, puis formatés à copier des modèles punitifs, brutaux, inefficaces. Mais voici notre réponse. Nous, peuple d'Afrique, avons inventé un modèle fondé sur la dignité, la réparation et la reconstruction. Pas pour plaire, mais pour survivre. Pas pour imiter, mais pour innover. Les chefs d'État, debout, applaudirent avec lenteur et respect. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, salua d'un signe de tête. Julius Malema leva le poing, en silence. La présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, essuya une larme. Et pendant ce temps, dans les ruelles poussiéreuses de Dori, de Banfora ou de Koudougou, des jeunes qui n'avaient jamais vu l'intérieur d'un palais, écoutaient à la radio, et comprenaient que leur destin n'était plus dicté par le passé. Ce sommet ne signait pas une conclusion. Il ouvrait un chapitre. Les résolutions adoptées à Ouagadougou furent historiques. Création d'une charte africaine de la justice réparatrice, ratifiée par 37 pays. Lancement d'un fonds continental pour la réinsertion sociale, financé par des contributions africaines. Déploiement de missions d'échange interpays, pour former des experts locaux sur les modèles de réhabilitation. Mais ce fut la dernière décision qui marqua les esprits, la proclamation du 1er juillet comme journée panafricaine de la justice et de la dignité. Dans les mois qui suivirent le sommet de Ouagadougou, la dynamique enclenchée ne faiblit pas. Au contraire, elle gagna en intensité et en portée, provoquant un véritable séisme social et politique sur tout le continent.
Dans plusieurs pays africains, les gouvernements mirent en place des programmes pilotes inspirés du modèle burkinabé. Au Mali, une réforme de la prison centrale de Bamako vit le jour, avec l'ouverture d'ateliers d'artisanat et des sessions d'alphabétisation dirigées par d'anciens détenus eux-mêmes. Au Kenya, des centres de réhabilitation furent créés pour les jeunes délinquants, alliant formation professionnelle et accompagnement psychologique. En Éthiopie, le programme Renaissance Justice 2025 s'étendit pour inclure des projets agricoles communautaires et des formations en technologie numérique. Les résistances, bien sûr, subsistaient. Certains acteurs traditionnels de la justice critiquaient encore cette approche, la jugeant trop douce, trop risquée. Mais la chute continue des taux de récidive, les témoignages de familles reconstruites et la diminution des violences dans les quartiers concernés faisaient taire progressivement les détracteurs. Sur le plan international, la montée en puissance de cette justice réparatrice attira aussi l'attention des institutions mondiales. L'ONU lança un rapport spécial célébrant cette innovation africaine, recommandant aux États membres d'adopter des mesures similaires. La Banque mondiale, après des années à soutenir des politiques sécuritaires strictes, modifia ses lignes de financement en faveur de projets axés sur la réinsertion sociale et la formation. Mais plus que les institutions, ce furent surtout les histoires humaines qui nourrirent la révolution. À Koudougou, Mamadou, ancien détenu, ouvrit une école de musique pour enfants à risque. Il expliqua. La musique a changé ma vie, elle a remplacé la colère par la créativité. Aujourd'hui, je transmets ce cadeau à ceux qui, comme moi, cherchaient une sortie. À Waïgouya, Aïssata, ex-détenue et mère de 3 enfants, devint ambassadrice de la lutte contre la violence domestique. Son témoignage bouleversa des milliers de femmes, donnant voix à celles que la société avait longtemps ignorées. Les médias africains et internationaux relayèrent ces récits, faisant du modèle burkinabé un symbole d'espoir et de changement positif. Dans les écoles, on enseignait désormais les principes de justice réparatrice, transformant progressivement la mentalité collective. Cependant, la vigilance restait de mise. Le Burkina Faso, toujours fragile politiquement, devait faire face à des tentatives de déstabilisation. Des groupes opposés à la réforme multipliaient les campagnes de désinformation, cherchant à semer le doute et la peur. Ibrahim Traoré, conscient des enjeux, redoubla d'efforts pour préserver cette avancée historique. Lors d'un discours télévisé, il déclara : « La route est longue et semée d'embûches. Mais chaque pas vers la justice et la dignité est un pas vers la paix durable. Nous ne reviendrons jamais en arrière. » Et dans chaque village, chaque ville, les premiers libérés continuaient d'écrire cette nouvelle histoire africaine, celle d'une justice humaine, réparatrice et pleine d'espoir. Malgré l'enthousiasme croissant autour du modèle burkinabé, l'ombre des intérêts étrangers ne tarda pas à s'étendre. Plusieurs puissances occidentales, déstabilisées par cette remise en cause radicale des systèmes pénitentiaires traditionnels, déployèrent une campagne d'influence subtile mais déterminée. Des ONG financées par des acteurs privés commencèrent à critiquer ouvertement le programme, accusant le gouvernement de négliger la sécurité publique au profit d'expérimentations sociales risquées. Des reportages au ton alarmiste circulèrent dans certains médias internationaux, amplifiant la peur d'une crise sécuritaire imminente au Sahel. En coulisses, des diplomates et lobbyistes tentaient de convaincre les partenaires régionaux de durcir leur position face à Ouagadougou. La fermeture temporaire des frontières par le Ghana se transforma en un blocus économique partiel, retardant certaines importations cruciales et augmentant la pression sur le gouvernement Traoré. Au sein même de la classe politique burkinabé, des fractures apparurent. Certains hauts fonctionnaires, craignant de perdre leurs privilèges, fomentèrent une opposition sourde, cherchant à affaiblir la portée du programme en minimisant ses succès ou en exagérant ses limites. Pourtant, au cœur de cette tempête, la société civile burkinabé montrait une résilience impressionnante. Les jeunes, les associations locales, les anciens détenus devenus leaders communautaires, tous s'engagèrent dans une vraie bataille culturelle. Ils organisaient des débats publics, des festivals de théâtre engagés, des ateliers dans les quartiers populaires, diffusant sans relâche le message de réconciliation et de dignité. Ibrahim Traoré, fort de ce soutien populaire, prit une position ferme. Dans un discours solennel à la nation, il affirma : « Et nous ne céderons pas aux pressions qui cherchent à nous ramener à un passé d'injustice et de division. Notre justice est celle du futur, celle qui soigne et qui construit. »
La communauté internationale, mise face aux faits, fut contrainte de reconnaître la validité des résultats burkinabés. L'ONU envoya une mission d'évaluation indépendante, dont le rapport confirma les chiffres de baisse de la criminalité et salua l'originalité du programme. Dans le même temps, des alliances nouvelles se formaient. Des pays africains partageant cette vision se regroupèrent dans un forum informel, baptisé Alliance pour la justice restauratrice. Ensemble, ils organisaient des échanges de bonnes pratiques, formaient des agents pénitentiaires et développaient des politiques communes pour favoriser la réinsertion. Parallèlement, au Burkina Faso, la vie continuait de se transformer. Des familles retrouvaient la paix, des jeunes réapprenaient à rêver, des villages se reconstruisaient autour des valeurs de solidarité et de responsabilité partagée. Le regard d'Ibrahim Traoré, dans ces moments de solitude, reflétait cette double réalité, les défis immenses à relever, mais aussi la certitude profonde d'avoir engagé une révolution humaine, irréversible. Car au-delà des frontières et des critiques, un nouveau chapitre de l'histoire africaine venait de s'ouvrir, un chapitre où la justice n'était plus un outil de punition, mais un levier de renaissance. Tout semblait avancer sur la voie de la transformation, jusqu'au jour où une nouvelle secoua la nation. Un crime particulièrement violent fut commis dans la périphérie de Ouagadougou. La victime, un commerçant local respecté, avait été agressé et volé par un groupe incluant un ancien détenu récemment libéré dans le cadre du programme. L'affaire fit immédiatement grand bruit. Les opposants politiques saisirent cette occasion pour dénoncer la prétendue naïveté du modèle Traoré. « Voilà les résultats de votre indulgence », criait-il sur les réseaux sociaux et dans les médias. Face à la montée de la peur et de la colère, la population s'en retrouva divisée. Certains réclamèrent un retour aux méthodes traditionnelles de la répression, tandis que d'autres, fidèles au programme, appelèrent au calme et à la compréhension. Ibrahim Traoré, conscient du risque de bascule, réunit en urgence son Conseil des ministres. « Nous devons agir vite, mais avec intelligence », insista-t-il. Une enquête indépendante fut lancée, menée par un groupe d'experts locaux et internationaux. Les premiers résultats confirmèrent une vérité complexe, oui, un ou plusieurs anciens détenus étaient impliqués, mais ils représentaient une minorité marginale parmi des milliers de réhabilités. Le système n'était pas parfait, mais les chiffres montraient que la grande majorité avait choisi une voie différente. Pour restaurer la confiance, le gouvernement lança une campagne de communication transparente. Des forums publics furent organisés, donnant la parole aux victimes, aux anciens détenus réhabilités, aux forces de l'ordre et aux citoyens. Parallèlement, des ajustements furent apportés au programme, renforcement de l'accompagnement psychologique, contrôle accru des participants en phase de réinsertion, collaboration étroite avec les communautés locales. La crise révéla aussi des tensions inattendues entre certains anciens détenus et les structures traditionnelles du pouvoir local, souvent réticentes à leur intégration. Le dialogue fut ardu, mais progressa grâce à l'intervention de médiateurs respectés. Au fil des semaines, la tempête s'apaisa. Le bilan politique resta positif, même si l'opposition continua à chercher des failles. Le président Traoré prononça un discours historique. La justice que nous construisons n'est pas un chemin sans embûches. Elle demande courage, humilité et persévérance. Ce que nous vivons aujourd'hui est une épreuve nécessaire, un test de notre volonté collective. Ensemble, nous prouverons que la renaissance est possible. Cette crise, loin de briser le mouvement, le renforça. Elle permit d'affiner le modèle, de le rendre plus robuste, et surtout, de rappeler que la transformation sociale est un combat permanent. Au cœur de cette épreuve, les histoires individuelles continuaient d'éclore, comme celle de Fatimata Konaté qui, au centre de santé, accueillait chaque jour des familles marquées par les cicatrices du passé, mais tournées vers un avenir meilleur. Ils créèrent le Forum continental pour la justice humanisée, une plateforme numérique réunissant avocats, magistrats, criminologues et activistes de 35 pays africains. Leur manifeste fondateur proclamait : l'Afrique doit cesser de copier les modèles occidentaux d'enfermement pour inventer sa propre voie vers la justice. La reconnaissance internationale atteignit son apogée lorsque la presse européenne commença à surnommer Ibrahim Traoré, le Mandela du Sahel. Cette comparaison, d'abord rejetée par modestie par l'intéressé, fut finalement acceptée comme un symbole puissant de transformation pacifique. Le Vatican apporta une caution morale exceptionnelle,
le pape François envoya une lettre personnelle à Traoré, saluant son programme comme un geste de rédemption sociale honorant la dignité humaine. Cette bénédiction papale eut un impact considérable dans l'Afrique majoritairement chrétienne. L'histoire la plus marquante de cette période fut celle de Moussa Diallo, un ancien braconnier devenu ingénieur agricole. Son parcours, de la prison de Dori aux champs expérimentaux de l'université de Ouagadougou, devint viral sur tout le continent. Sa vidéo témoignage, sous-titrée en anglais, français, arabe et swahili, fut visionnée 10 millions de fois en une semaine. « J'étais un destructeur de la nature », racontait Moussa dans cette vidéo devenue iconique. « Aujourd'hui, je développe des techniques pour la préserver. Mes mains qui tuaient les animaux créent maintenant la nourriture qui nourrit mon peuple. C'est cela, la vraie révolution africaine. » Nollywood et l'industrie cinématographique burkinabé annoncèrent conjointement la production du film La Liberté commence au champ, avec un budget de 2 millions de dollars entièrement financé par des producteurs africains. Le film promettait de raconter l'histoire vraie de 3 anciens détenus, depuis leur crime initial jusqu'à leur transformation complète. Lors de son traditionnel discours de fin d'année, diffusé simultanément dans 15 pays africains, Ibrahim Traoré prononça des mots qui resteraient gravés dans l'histoire. « Mes frères et sœurs africains, aujourd'hui nous avons libéré des hommes. Demain, nous construirons des nations entières avec eux. L'Afrique a trouvé sa voie, transformer au lieu de détruire, élever au lieu d'enfoncer, espérer au lieu de désespérer. » L'Union africaine, réunie en session extraordinaire à Addis Abeba, adopta à l'unanimité la déclaration de Ouagadougou sur la justice restaurative. Ce texte historique proposait la création d'un réseau continental d'échange d'expériences et de formation des magistrats aux nouvelles approches de justice. Cyril Ramaphosa, président sud-africain, résuma l'impact continental lors de la clôture du sommet. Le Burkina Faso nous a rappelé que l'innovation ne vient pas toujours des pays les plus riches, mais des peuples les plus créatifs. Ce petit pays a donné une grande leçon au monde entier. Les statistiques finales publiées 1 an après la libération confirmèrent l'ampleur du succès, un taux de récidive de seulement 2%, contre 65% dans le système traditionnel, une augmentation de 300% des demandes de formation professionnelle dans tout le pays. La création de 1200 emplois directs par les anciens détenus, et surtout, la restauration de l'espoir dans une société qui avait perdu confiance en sa justice. Le monde comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'une libération au Burkina Faso, mais bien d'un nouveau chapitre de l'histoire africaine qui s'écrivait. Un chapitre où la rédemption remplace la vengeance, où l'humanité triomphe de la barbarie, où l'Afrique montre au monde qu'une autre justice est possible. L'héritage de cette révolution silencieuse continuerait d'inspirer des générations futures, prouvant qu'un homme jeune, dans un pays pauvre, avec de la vision et du courage, pouvait changer le cours de l'histoire.